Bertrand. Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour tous. Laurent. Bienvenue dans cette masterclass du B2B Summit 2020 consacrée aux stratégies data-driven. Cinq étapes clés pour une stratégie data-driven. On va avoir le plaisir de dérouler avec vous quelques concepts clés, quelques idées, modestement, mais voilà, avec notre regard de data provider. Pour ça, donc, je suis accompagné de mon ami Laurent. Laurent, si tu veux te présenter. Bonjour Bertrand. Laurent Guesquier, effectivement, je suis responsable commercial et responsable de marché B2B pour Explore depuis quelques années maintenant. Voilà, tu es en charge, entre autres choses, de l'intégration des données dans les systèmes. Effectivement, je suis en charge d'accompagner un certain nombre de clients et de porter notamment une offre transverse sur l'intégration des données Explore dans les CRM de nos clients. Super. Bertrand Dosseur, et je suis directeur marketing d'Explore depuis quelques années déjà. Voilà. Donc, on voulait effectivement, avec vous aujourd'hui, présenter Explore en quelques mots. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est, comme on le dit, pure player, un acteur majeur de la data B2B, expert en data intelligence, c'est un produit de la donnée qualifiée, des données qui vont être utiles dans des scénarios business process, d'engagement commercial, des scénarios marketing, de connaissances clients, et tout un tas d'autres usages divers et variés qui tournent autour de la connaissance des entreprises, de leur actualité, de leurs projets et des territoires. Voilà, donc pour ce faire, on a donc des équipes qui travaillent des sources multiples. Là, on parle de sourcing 360. Vous voyez ici avec cette jolie pâquerette. Nos sources sont effectivement très diverses selon qu'on récupère de la donnée par la presse, les sites web, les annonces légales, l'open data qui est une source de plus en plus importante pour nous, les sites web des annonceurs, voilà, tout ce qui fait, on va dire, notre matière première, les réseaux sociaux aussi de plus en plus. Donc des données structurées ou non structurées qu'on va effectivement sourcer, qu'on va indexer, qu'on va structurer, qu'on va requalifier pour certaines, puisqu'on a aussi des enquêteurs qui vont apporter de la valeur complémentaire à des informations qu'on aurait identifiées par d'autres voies. Et donc, la mission d'Explore, c'est de délivrer quotidiennement ces données à forte valeur ajoutée, de pouvoir les mettre à disposition de ses clients. On a plus de 1500 clients aujourd'hui qui opèrent pour beaucoup dans les univers de l'immobilier, de la construction et du service à l'entreprise. Donc, je salue ceux d'entre vous qui peut-être déjà sont clients d'Explore, en tout cas qui gravitent dans ces industries. Notre production, nos livrables, ce sont des flux d'informations, comme je le disais en introduction. Des données effectivement comportementales. Ça veut dire quoi? C'est que ce n'est pas de la donnée stricto sensu légale ou de la donnée financière. C'est vraiment de l'information qui je dirais, concerne l'entreprise, ses projets, son actualité évidemment. Donc, c'est de la formation très qualitative au sens où elle nous renseigne vraiment sur, je dirais, la trajectoire, les projets, les stratégies des entreprises que nous surveillons. Derrière ça, vous voyez un ensemble de flux d'informations. On travaille beaucoup autour des données immobilières, de la mobilité des entreprises, du patrimoine immobilier des entreprises, de ce qu'on verra aussi au travers des événements stratégiques, c'est-à-dire des événements qui rythment la vie des entreprises et de leurs projets. Et puis tout ce qui va être aussi sourcing et structuration, mise en qualité, de tout ce qui va être autour des veilles je dirais plus officielles, dont les marchés publics, évidemment, qui est un gros sujet, la commande publique, dans notre offre. Voilà, donc vous le voyez, une activité 100% data production, 100% française. Nos équipes sont basées ici à Nantes et on s'intéresse effectivement essentiellement aux entreprises actives sur le territoire français. Voilà. Je vais laisser la parole à Laurent voilà, pour vous dérouler un petit peu notre sujet du jour, stratégie data-driven. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? Parce que finalement, étant nous-mêmes à la manœuvre, entre guillemets, du côté de la production de la donnée, on voit en face de ces sujets-là beaucoup de nos clients qui se posent toujours un peu les mêmes questions. Comment je fais pour structurer mes bases? Comment je fais pour
activer concrètement ces données dont je dispose, les miennes ou celles que vous me proposez. Comment aussi valoriser cette question de la connaissance client à travers la donnée. Et puis comment engager aussi concrètement d'un point de vue opérationnel, commercial, à partir de données, jusqu'à effectivement se poser des questions sur la contribution de la donnée autour de stratégies d'upselling et de fidélisation. Alors, encore une fois, on n'a pas prétention à balayer l'ensemble du sujet parce que c'est évidemment un continent. Nous, on le connaît un peu parce qu'on le pratique, encore une fois, de façon très concrète et opérationnelle à travers nos données. Mais ce qu'on voulait aujourd'hui dans le cadre de cette master, voilà, c'était de se faire une petite découverte, un overview de ces différents thèmes. Et on se propose bien entendu de poursuivre la discussion au-delà de ces 30 minutes dans le cadre des mises en relation sur la plateforme, bien évidemment. Voilà, Laurent, si tu veux prendre la suite. Et avec plaisir. Donc, effectivement, dans l'histoire. Alors effectivement, comme le disait Bertrand, donc on est producteur de données, hein, c'est une de nos particularités. Et quand on parle de données, on parle aussi beaucoup d'usage, bien entendu. Donc, un de nos enjeux clés, c'est de bien comprendre l'usage de la donnée. Mais en fait, l'idée de partager effectivement ces thématiques avec vous aujourd'hui, on est souvent confronté et on accompagne nos clients dans des réflexions autour de son capital donné pour qu'on puisse effectivement embarquer les nôtres dans les solutions, que ça se complète bien et qu'effectivement on réponde bien aux besoins et aux usages des collaborateurs, parce que globalement, la donnée pour la donnée, ça ne sert pas à grand-chose si on n'en tire pas ou de la valeur ou des usages. Alors, effectivement, on a mis en place une méthodologie, une approche avec nos clients pour essayer de les accompagner dans une démarche d'appropriation et de bonne cohérence entre les différentes données et les différentes sources, qu'il y en a beaucoup. Vous avez dû l'entendre, et nous on l'entend tellement souvent, trop d'infos tue l'info. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est surtout quel type d'information, comment et pourquoi faire. Donc effectivement, autour de cette méthodologie, l'idée c'est de remettre un petit peu les idées au clair et surtout d'en faire des leviers actionnables et des axes de travail. Donc, première question, c'est, vous avez vu, il y a beaucoup de sources, hein, ça vient un petit peu de partout. Déjà, nous, on a beaucoup de sources pour travailler, pour produire notre propre donnée. Et nos clients sont confrontés souvent à devoir trier, identifier les sources et les classifier et les trier. Donc, en gros, souvent, il y a 3 grandes catégories de données. Il y a ce qu'on appelle la first party, hein, c'est vraiment les données intrinsèques internes à l'entreprise, la facturation, tout ce qui vient vraiment de l'interne et qui vous appartient via des différents canaux d'acquisition, les relationnels directs avec vos clients, ce qui remonte aussi du terrain, c'est vraiment votre capital data qui vous appartient. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la third party, qui est vraiment les données qui viennent de partenaires, de prestataires, type Explore, qui, de façon totalement objective, selon vos besoins, vont vous apporter de la donnée sur vos prospects ou vos clients. Alors, au milieu, toujours un petit débat sur la seconde partie. C'est des données qui ne viennent pas toujours exactement de vos systèmes via des partenaires, qui est parfois la frontière entre la seconde et la third. Bon, ce n'est pas très, très grave. L'important, c'est de bien comprendre l'idée, de structurer les données, de bien voir d'où elles viennent, comment elles sont structurées, et de pouvoir aussi les prioriser et générer les bons usages et la bonne collecte. Au-delà de tout ça, il y a quand même quelques questions clés sur la donnée en général. Alors, l'idée, ce n'est pas de détailler les 7, d'ailleurs, en l'occurrence, on pourra les redétailler ultérieurement, mais on a quand même identifié 7 grands thèmes. La notion de complétude, par exemple, la conformité. Alors, un des éléments sur lesquels on travaille beaucoup, c'est notamment la notion de cohérence. Il y a beaucoup d'informations, c'est aussi franco-français, on adore la donnée, on veut en avoir beaucoup, on veut un peu tout savoir sur tout. Sauf que ce n'est pas toujours très cohérent, ce n'est pas toujours très utile. Donc, il faut aussi mettre ce filtre-là de cohérence de l'information, de sa structure. Un autre thème, par exemple, l'unicité. Voilà, avoir plusieurs fois la même donnée, des doublons, ça coûte beaucoup en temps et en énergie. Et alors, un autre levier qui est aussi très intéressant dans tout ça, que moi je trouve sur lequel on travaille beaucoup, c'est la notion de disponibilité. Et effectivement, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup d'open data en mix de la donnée Explore, de l'open data, pour faire de l'usage le plus riche possible. Mais ce n'est pas parce que la donnée existe qu'elle est forcément disponible, y compris des données en interne. Donc là, c'est les vrais sujets, quand on parle data, de ne pas oublier que la donnée, elle peut exister, mais est-ce qu'elle est disponible, ou en tout cas, est-ce qu'elle est facile ou difficile à récupérer, collecter et exploiter. Ça, c'est des vrais sujets sur lesquels il faut travailler. Au-delà de la donnée ensuite, il y a la classification, parce que la donnée, elle sert surtout à identifier alors, les meilleurs prospects
et ou les meilleurs clients. Là aussi, il y a un débat. Tous vos prospects sont vos futurs clients, donc c'est un peu la même thématique. Et comment on fait pour identifier vos meilleurs prospects ou les prospects les plus intéressants pour vous. Donc, il y a évidemment des notions de segmentation qu'on connaît tous, RFM et autres, mais sur la partie structure de la donnée, c'est vrai qu'on a identifié, nous, 4 grandes typologies d'informations ou de typologies de données qui permettent de classer et de prioriser vos différentes cibles. On ne va pas tous les reprendre en détail, mais il y a effectivement d'abord les critères signalétiques. Alors, on a toute cette connaissance sur les codes NAF, les chiffres d'affaires, l'effectif, qui sont effectivement une vision un peu photographique des entreprises, avec évidemment des biais de qualité souvent, mais on a quand même une grande chance en France d'avoir notamment la base INSEE et ce numéro SIRET lié à l'entreprise, qui existe quasiment que en France, donc qui permet déjà d'avoir un biais, d'avoir un niveau de données minimum autour d'une entreprise. Après, il y a bien sûr les critères patrimoniaux, quel est son patrimoine détenu. On est plutôt sur des notions de quanti, signalétiques et patrimoniaux. Il y a évidemment la partie géographique aussi. Vous êtes tous sur des organisations plus ou moins différentes, plus ou moins grandes, avec un impact aussi et des ciblages et des vraies disparités de marché en fonction des régions sur lesquelles vous êtes positionnés. Donc, il y a ces critères géographiques qui sont importants à prendre en compte. Et puis, pour finir, il y a aussi des critères comportementaux. Alors, là aussi, c'est des vrais sujets sur lesquels on travaille avec nos clients. On a très souvent des clients qui, de façon très empirique, nous disent « Moi, ma cible, c'est plutôt telle entreprise de plus de 200 salariés, plutôt dans tel code NAF. » Ok, très bien. Bon, ça, c'est un prérequis, évidemment, très bien. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on a identifié la carte des 300 clients intéressants ou des prospects intéressants à contacter tout de suite que c'est facile de les contacter, c'est facile de les prioriser. Et ces critères comportementaux peuvent permettre justement d'arriver au bon moment ou en fonction de la bonne actualité ou du bon moment de vie dans la vie de vos clients et de vos prospects. Et donc ça, c'est vraiment un élément clé du tri. C'est effectivement avoir cette base de clients et de prospects à peu près reconnus sur des critères signalétiques. Mais aussi, et ça on le voit souvent dans les segmentations de prospection, il y a les clients, il y a les prospects identifiés, et puis il y a tous les autres qui potentiellement ne sont pas forcément très intéressants sur le papier, mais qui ne le deviendront que quand il se passera tel ou tel événement. On a plein d'applications comme ça chez des clients où cette segmentation se fait effectivement sur ces trois-là. Et pareil, dans la hiérarchisation et la classification et l'organisation des prospects ou des clients, ces notions de comportement, alors soit on additionne les comportements, soit même dans certains cas, on score. Il y a des comportements qui sont plus impactants que d'autres. Je pense à des fusions-acquisitions ou des déménagements. Pour certains métiers, c'est beaucoup plus impactant que la nomination d'un DAF ou d'un DSI, qui peut aussi être important. Mais là aussi, voilà, il y a cette capacité à scorer pour bien prioriser et bien cibler. Certains critères que tu évoques ici sont, on va dire, très spécifiques à Explore, sont, je dirais, des attributs propres à ce que Explore propose en termes de critères de ciblage. Effectivement, je vois que notre Chief Marketing Officer fait aussi son de promoteur de l'offre Explore. Effectivement, on se positionne plutôt sur la partie comportementale qui sert à scorer les prospects, mais qui sert aussi à travailler la notion d'ABM. Alors, je ne sais pas si les personnes qui sont avec nous aujourd'hui sont familiers de cette approche. Je pense que oui, mais donc c'est le Account-Based Marketing ou Account-Based Management. C'est l'idée d'identifier des comptes clés. Alors, ça peut être des clients ou des prospects. C'est souvent sur des clients, mais pas que. C'est en tout cas le fait d'identifier des comptes clés selon des critères de ciblage qu'on a pu imaginer, qu'on a pu voir avant. Et puis comment dire, d'allouer des moyens spécifiques et une démarche particulière sur ces comptes-là. Et en tout cas, ce qui est capable de faire Explore, et quand on accompagne nos clients sur ces démarches-là, c'est non seulement de les cibler, de les identifier, mais d'aider nos clients dans la notion de score. Alors, score 1 pour cibler, c'est ce qu'on a vu en amont, mais aussi une notion de score d'appétence,
c'est parmi ces comptes-là, quel est à un instant T le compte ou dans le compte les entités qui sont les plus appétentes à telle ou telle de mes offres. Et même si on va carrément plus loin, et on le fait dans certains cas, on peut même, grâce à des notions d'intelligence artificielle, de data science et autres, imaginer du chiffre d'affaires prédictif en mixant des données Explore, des données autres, plus beaucoup de données internes, notre historique à vous de relation avec ses clients, pour pouvoir identifier ces comptes clés et gérer ça en mode ABM. Voilà, donc c'est la rencontre, vraiment, là, si je regarde le schéma, sur la partie gauche, first party, hein, toutes les données internes transactionnelles, tout l'historique qu'on peut avoir avec vos clients, et la partie droite qui serait effectivement la third party. Et là, finalement, le score ABM n'est ni plus ni moins que la rencontre des deux pour produire effectivement ces scores d'appétence et éventuellement aussi modéliser du chiffre d'affaires en fonction de ces données. Et étape 3, une fois qu'on a bien identifié son marché et ses cibles prioritaires. Et bien, on travaille sur la connaissance client. Et la connaissance client, c'est un vrai sujet parce que d'abord, c'est une thématique sur laquelle on est très souvent confronté, mais c'est un vrai sujet générateur d'activité très fort. On le sait tous, hein, l'acquisition client, ça coûte très cher et c'est compliqué. La connaissance client et donc l'upsell et le cross-sell sont des vrais enjeux, et encore plus aujourd'hui avec malheureusement le contexte qu'on a connu et je pense les perspectives des 12 et 24 prochains mois. Travailler sur son capital client et pouvoir bien le connaître et le faire fructifier, c'est extrêmement important. On a collecté quelques chiffres qu'on voulait partager avec vous. Aujourd'hui, effectivement, et on le rencontre nous au quotidien, 80% de nos clients déclarent manquer d'informations. Alors là aussi, c'est paradoxal. Il n'y a jamais eu autant de données disponibles. Il n'y a jamais eu autant d'informations collectées au sein des entreprises. Et pour autant, il manque beaucoup à nos clients d'informations qui soient soit activables, soit d'informations pertinentes et d'informations qui les aident dans leur business, c'est assez paradoxal. Et effectivement, en moyenne, mais je pense même que c'est encore plus, hein, il y a au moins 1 heure par jour qui est dédiée à la recherche d'informations sur une entreprise. Et évidemment, je pense que ces données mixent aussi bien la donnée en interne que la donnée externe, parce qu'on a besoin de cette double vision-là. Donc, ce sont des éléments importants. On voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'informations, que ce n'est pas toujours très simple de la récupérer, et surtout de pouvoir l'utiliser. À titre d'exemple, on a fait un petit exercice pour prendre des typologies de données et voir où on pouvait les collecter. On voit bien, si vous voulez, que quand on a besoin de récupérer des informations sur l'actualité financière, des informations sur l'organisation, comme les organigrammes par exemple, ou récupérer des contacts, on est face à une multitude de sources, à des niveaux de difficulté plus ou moins importants, à aussi des typologies de sources qui sont plus ou moins structurées, plus ou moins fiables. Donc, voilà, ça c'est un peu le quotidien de nos clients, et souvent, effectivement, on essaie d'apporter la colonne de droite en disant, notre métier, c'est justement de centraliser, de regrouper toute cette diversité, cette quantité de sources, agréger tout ça, et puis la rendre disponible et bien ciblée pour qu'elle soit activable et qu'elle soit utile et qu'elle réponde à vos usages. Voilà, parce qu'on parle derrière aussi de processus pérennes. Hein. L'idée, ce n'est pas de faire des one-shots. Effectivement, on peut toujours mettre, entre guillemets, un stagiaire à la manœuvre pour récupérer toute ou partie de ces informations. Je crois que ce qu'il faut noter ici, hein, et le propre de la connaissance client, c'est d'être 360 et je dirais 365 jours par an disponible. Donc, il y a un enjeu derrière de stabilité en termes d'alimentation dynamique de ces mêmes informations, de fraîcheur. On le voyait tout à l'heure dans les grands items autour de la qualité de la donnée. Il y a aussi l'idée, effectivement, en s'appuyant sur des fournisseurs de données qualifiés, de pouvoir s'assurer d'un minimum de stabilité dans l'alimentation et donc dans l'alimentation des processus métiers sous-jacents. C'est vrai que rien de pire peut-être pour une organisation de mettre en place des processus d'acquisition business et de les arrêter parce que tout simplement on n'a plus de données en entrée pour les alimenter. Voilà, l'étape 4, donc on l'a vu, hein, l'étape 1 c'est l'onboarding, l'étape 2 c'est effectivement une réflexion sur la qualité et sur la connaissance client de façon large et donc le ciblage de ces potentiels de business avec des critères qu'on a détaillés.
l'étape 4, j'ai envie de dire, c'est une fois qu'on a mis tout ça en place, ce que commençait effectivement à évoquer Laurent, c'est l'activation. Et l'activation, elle se fait effectivement parce qu'on a des signaux faibles ou forts qui nous amènent à imaginer des scénarios d'engagement. Ça, c'est un scénario qu'on joue, nous, de façon assez régulière avec nos clients, c'est-à-dire, en gros, l'alimentation dynamique d'une équipe commerciale avec des informations qui font sens pour elle en termes d'opportunités de business. Ce n'est pas tout à fait des leads, mais ce sont des signaux suffisamment forts pour être considérés comme pertinents dans une démarche plus proactive d'engagement commercial. Vous le voyez ici, on les a évoqués rapidement, ce sont les thèmes et sous-thèmes qui composent ce qu'on appelle, nous, les événements stratégiques des entreprises. Ce sont des sujets, des thèmes que nous surveillons tous les jours et qui concernent les entreprises françaises sur le thème de la création, dépôt de bilan, innovation, levée de fonds, recrutement, attribution d'un marché public, un projet immobilier, une nomination, etc., le transfert d'une activité. Ça peut être aussi des événements moins heureux, licenciement, réduction de chiffre d'affaires, plan de sauvegarde, etc., jusqu'au dépôt de bilan. Toutes ces informations-là, effectivement, étant consolidées, structurées, sirénisées, peuvent rentrer dans des processus, des business process parfaitement, je dirais, fluides, au sens où, dès que l'information tombe dans la disposition donc, du commercial ou de sa télépro, de son assistante, en tout cas d'un sales, il est en capacité de pouvoir prendre contact avec un motif, un contexte, on l'a vu tout à l'heure avec la connaissance client, et ce signal qui lui dit d'approcher telle ou telle entreprise sur telle ou telle formation. Donc, il y a bien sûr un travail de sélection des signaux faibles ou forts qui font sens d'un point de vue, je dirais, de votre business, évidemment. Ça va être aussi un échange avec vous que de sélectionner les informations les plus, je dirais, les plus performantes en termes d'opportunités de business et de pouvoir de cette façon-là dimensionner avec vous la mise en place d'un flux d'informations qui viendra alimenter votre CRM et directement, bien sûr, vos équipes. Donc, c'est effectivement cette fameuse B2B timeline qui n'est ni plus ni moins que la restitution un peu théorique de la vie d'une entreprise. C'est d'aller chercher à l'intérieur de ces différents moments de vie les moments marketing qui réellement, je dirais, ont du sens d'un point de vue de votre proposition de valeur et de pouvoir derrière, effectivement, dimensionner des scénarios d'engagement adaptés à la cible puisqu'elle répond à cette actualité. Ou scénario de désengagement, je me permets, ça sert aussi à identifier au jour le jour, puisque les ressources sont en général comptées et elles sont précieuses, d'aller identifier au contraire les prospects ou les cibles qu'il ne faut pas approcher pour le moment parce que justement elles vivent un moment qui n'est pas propice à une approche, par exemple. Ça sert au fait. On identifie effectivement ici des logiques d'opportunité, mais aussi peut-être de risques. Oui. Quand on voit certains thèmes d'actualité, effectivement, ça peut être l'occasion, au contraire, alors soit de sur-engager, on va dire, ou au contraire de se désengager, puisque l'actualité n'est pas propice à une relation commerciale. Donc, ce qu'on a vu sur les signaux, je dirais, les signaux d'affaires, les signaux d'alerte, le fameux moment de vérité au moment de l'acquisition, bien sûr, est tout aussi pertinent quand il s'agit d'upselling et de fidélisation. Laurent l'évoquait tout à l'heure. Acquérir, certes, on en connaît le coût et l'effort. Là, l'idée, c'est aussi que la donnée peut être au service de cette fidélisation long terme avec des clients dont, justement, on va entretenir une bonne connaissance, pour lesquels on va entretenir une bonne connaissance dans la durée. Donc, c'est, je dirais, à la fois une veille passive, où on va recevoir les informations et voilà, à certains moments, il n'y aura pas forcément d'action engagée. À d'autres moments, en revanche, c'est le moment, justement, de réengager la relation parce qu'il y a une actualité qui le nécessite. On a pris ici quelques exemples qui peuvent être vrais en acquisition comme en fidélisation. Il y a un signal qu'on aime particulièrement chez Explore, c'est la mobilité d'entreprise. Le déménagement, vous le savez, c'est une occasion souvent importante pour l'entreprise de revoir tout ou partie de son portefeuille de fournisseurs. Vous êtes dans la sécurité, dans le facility management, clairement, la mobilité va être le moment assureur, le moment d'une remise en question des contrats. Votre client préféré se lance dans une opération de fusion-acquisition. Là, il va y avoir des arbitrages, évidemment. Il peut y avoir aussi des accompagnements RH ou marketing, encore une fois, au regard de votre activité.
qui peuvent avoir du sens par rapport à cet événement. D'autres événements heureux, hein, il a reçu un prix, il vient de lancer une belle innovation, c'est peut-être le moment de l'aider, par exemple, à lancer sa nouvelle offre. Et donc, eh bien, tout simplement de l'aider de proposer une solution, une offre relative à cette actualité. Et c'est vrai aussi, bien sûr, sur des moments plus difficiles, sans attendre forcément le dépôt de bilan. Il y a peut-être des moments où, justement, vous êtes attendu. Et c'est peut-être l'occasion, là aussi, de créer encore plus de confiance et de relations sur le long terme avec votre client qui traverse une passe difficile. Voilà, donc vous le voyez, hein, au travers de toutes ces étapes, finalement, le fil rouge, c'est quoi? C'est la data. La data à la fois interne, bien sûr, mais aussi la donnée externe telle qu'on la propose chez Explore, mais pas que. Hein, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette approche méthodologique relativement, je dirais, structurée, d'avoir aussi une stratégie peut-être court terme, avoir des logiques de quick wins hein, sur certains gains rapides. Je pense par exemple à la qualité de la donnée, qui peut être déjà un premier chantier important avant de penser forcément opérer complètement la transformation data-driven de votre organisation. Et pour terminer, je dirais que c'est même presque une approche data by design qu'il faut avoir désormais, au sens où la donnée finalement doit driver à peu près toutes vos réflexions, à travers bien sûr un système d'information ouvert, structuré avec des référentiels partagés, une gouvernance, on l'a vu, une hygiène de la donnée aussi relativement stricte, une bonne connaissance de la qualité de vos données, de leur origine et de leur valeur business, du monitoring en vue de la prise de décision et surtout une culture du changement autour de ces sujets-là. On sait très bien, la donnée toute seule n'a aucun sens, et tu le disais Laurent, si elle n'est pas appropriée, s'il n'y a pas de cas d'usage derrière. Oui. Il faut rester extrêmement, bien sûr, data-driven, mais surtout client-centric. Quand je pense au client-centric, c'est le client interne d'abord. Il doit être le premier sujet, à travers effectivement là aussi des cas d'usage simples. L'intégration CRM, bien sûr, peut être un levier extrêmement fort, au sens où il va permettre de mettre à disposition rapidement de la donnée de qualité structurée dans un outil de production business. Voilà. Ça mériterait très certainement une autre masterclass, mais voilà, vous le voyez bien, il y a des choses relativement simples à opérer, des scénarios effectivement d'engagement qui peuvent déjà donner le goût de la donnée à des équipes commerciales ou marketing qui sont peut-être quelquefois un peu loin de ces sujets. Je pense en particulier, sans racisme de ma part aucun, aux commerciaux. Ça, c'est le marketing qui parle, mais de fait, il y a vraiment voilà, cette vision 360 à pouvoir acculturer et embarquer aussi, bien sûr, les équipes dans cette belle histoire. Voilà, je termine pour vous proposer cet overview. Finalement, c'est les bonnes feuilles, sont issues des bonnes feuilles d'un petit fascicule, d'un petit livre blanc qu'on a sorti du même titre, 5 étapes clés pour une stratégie data-driven B2B, que vous retrouverez sur notre blog et que vous pouvez aussi flash-coder. On est bien sûr à votre disposition dans le cadre des mises en relation à travers donc, la plateforme du B2B Summit. Et on se retrouve, je crois, Laurent, à 17h. C'est ça, 17h exactement. Une séquence dédiée où on sera bien entendu à votre écoute pour partager avec vous sur vos projets et pour voir effectivement dans quelle mesure on peut vous accompagner au-delà d'être des data providers, d'avoir cette vision un peu globale du bon usage de la donnée dans vos organisations en vue de la rendre plus agile, plus performante, plus efficace. C'est ça, pas d'usage sans données, pas de données sans usage. À votre disposition pour en discuter tout à l'heure. Exactement. Merci à tous, on va devoir rendre l'antenne. On vous laisse. Très bonne journée à tous.